Bon, on va planter le décor tout de suite. Imaginez la scène. Il fait nuit noire, au cœur d'une immense maison hyper silencieuse. Le classique du film d'horreur, quoi. Ouais, exactement. Sauf que là, on a un étudiant de 18 ans, debout dans les escaliers. Il est plongé dans l'obscurité la plus totale, et il a pris le soin de verrouiller chaque porte, chaque fenêtre de l'intérieur. Donc il est absolument seul dans la bâtisse. Il est complètement seul, ouais. Sauf que, petit détail, il tient entre ses mains un katana. Attends, un vrai sabre japonais, sérieux? Un vrai de vrai. Il serre la poignée, il a tous les sens en éveil, parce qu'il est persuadé qu'il va devoir affronter physiquement un intrus. Genre un squatteur vicieux qui s'amuserait à le terroriser depuis des semaines. D'accord, l'ambiance est hyper tendue là. C'est ça. Et soudain, dans ce silence de plomb, il entend une chaise qui racle lourdement le sol de la cuisine. Une cuisine qui est verrouillée juste en face de lui. Et la chaise va violemment heurter un mur. Ah ouais, la crise cardiaque assurée. Le jeune homme sursaute, évidemment. Il attend. Mais personne ne sort. Personne n'est entré non plus. En fait, il vient de réaliser qu'il s'est enfermé avec rien. Et c'est précisément à cet instant que toute la logique matérielle s'évapore. Cet étudiant se retrouve littéralement face au vide absolu. Enfermé avec l'inexplicable, quoi. C'est fou. Mais attention, aujourd'hui, notre exploration ne va pas du tout consister à chasser les fantômes ou à débattre de l'existence de l'au-delà. Non, c'est pas le but de l'analyse. Voilà. On va se baser sur un article vraiment sidérant, rédigé par Clémence Postis pour la revue Far West. L'article s'appelle « Encore une histoire de fantômes ». Et notre mission, c'est de regarder comment le cerveau humain utilise parfois le paranormal pour masquer une horreur bien plus banale. Une horreur beaucoup plus destructrice en fait, et très silencieuse. Exactement. La précarité et la misère étudiante. Parce qu'il faut vraiment lire ce récit non pas comme un simple conte d'épouvante pour se faire peur le soir, c'est une véritable étude clinique de la soumission. Les sources qu'on a sous les yeux décortiquent la mécanique d'un individu qui, poussé par la nécessité financière, finit par accepter un environnement d'une hostilité inouïe. Ouais, c'est terrifiant quand on y pense. Pour comprendre comment un étudiant en arrive à monter la garde avec un sabre dans le noir, il faut remonter à la source de son cauchemar. Et cette source, elle n'a absolument rien de surnaturel. C'est souvent le cas, ouais. On est en 2009 à Bordeaux. Le protagoniste de cet article, qu'on va appeler Dorian, s'apprête à faire sa rentrée universitaire. Sauf que 2 semaines avant le début des cours, l'appartement qu'il devait louer lui passe sous le nez. Ah, le classique de la galère du logement étudiant. Mais totalement, c'est la panique totale pour lui et sa famille. Face à l'urgence, ses parents contactent une connaissance, un immigré espagnol qui a hérité de plusieurs biens dans la région. Et ce monsieur propose à Dorian une maison à Pessac qui est vide depuis 6 mois. Et j'imagine que le loyer défie toute concurrence. Le loyer est gratuit, 0 €. La seule condition, c'est qu'il entretienne les lieux. Donc sur le papier, c'est le sauvetage de la dernière chance. C'est inespéré. Sauf que, le sauvetage se transforme instantanément en piège. Parce que la réalité physique de cette maison, c'est ça qui va conditionner tout ce qui va suivre. Ah mais la maison dénote complètement. Au milieu d'une rue avec plein de petits pavillons hyper coquets, Dorian se retrouve face à ce qu'il nomme lui-même une baraque de Fight Club. Une baraque de Fight Club, carrément, l'image est forte. Mais c'est ça. À l'intérieur, c'est un désastre sanitaire absolu. Il n'y a pas de chauffage, pas de double vitrage, aucune prise de terre pour l'électricité. Donc c'est super dangereux en plus. Hyper dangereux. Et l'isolation, c'est un concept lointain. Et le pire, c'est lors de la toute première visite. On est en plein mois d'août, le propriétaire pointe du doigt une porte avec des carreaux opaques et lâche cette directive très étrange. Il lui dit « Il ne faut pas y aller, c'est la partie abandonnée. » Super rassurant pour un premier jour. N'est-ce pas? Et le clou du spectacle, à l'étage, une porte claque toute seule pendant la visite. Le propriétaire regarde ce jeune de 18 ans et lui demande « Tu es sûr que tu ne vas pas avoir peur, tout seul dans cette grande maison ?» Eh ben voilà. C'est là qu'il faut regarder la mécanique psychologique à l'œuvre. Vas-y, décortique-nous ça. En fait, quand une figure d'autorité te dit de ne pas entrer dans une pièce et te demande direct si tu as peur, ton amygdale s'active. L'amygdale, c'est le centre névralgique de la peur dans notre cerveau. D'accord, donc ça déclenche une alarme en gros. Exactement. En psychologie, on parle d'amorçage. C'est un peu comme si on téléchargeait un logiciel d'anxiété en arrière-plan dans son cerveau. Désormais, le cerveau de Dorian ne va plus du tout analyser un simple courant d'air comme un phénomène physique normal.
Il va le voir comme une menace. Voilà, il va le traiter comme une menace potentielle. Il va chercher des intentions là où il n'y a que du vent. Tout simplement parce que son esprit a été programmé, par le propriétaire, pour s'attendre au pire. C'est hyper logique, ouais. Essayer de rester rationnel dans une maison glaciale où tout tombe en ruine, c'est un peu comme essayer de lire un manuel de physique quantique pendant qu'une alarme incendie hurle dans tes oreilles. Le cerveau primitif finit toujours par prendre le dessus. Le cerveau de la survie, ouais. Mais il y a un détail du récit sur lequel je bloque vraiment. Dorian se décrit comme un sceptique pur et dur. C'est quelqu'un de très rationnel. C'est ce qu'il affirme, oui. Pourtant, dès le premier jour, lors du grand nettoyage, avant d'emménager, il découvre des éclaboussures de sang. Ah oui, c'est vrai, ce passage est dingue. Du sang dans sa chambre, dans le couloir, dans les escaliers. Il y a même des traces de doigts à 40 cm du sol. Moi, je me dis, s'il est si pragmatique, pourquoi il fuit pas immédiatement en voyant ce qui ressemble carrément à une scène de crime? C'est là que le déni entre en jeu. C'est-à-dire? Il efface tout ça à la serpillière en se disant qu'un animal a dû se blesser. C'est absurde, non? Ça paraît absurde de l'extérieur. Mais faire face à la réalité, à ce moment-là, ce serait socialement et matériellement insoutenable pour lui. Le déni rationnel, c'est un mécanisme de défense extraordinairement puissant. Donc son cerveau le protège en lui mentant. C'est ça. Si ce jeune homme admet que ces traces de sang humain impliquent un danger mortel, il doit faire ses valises direct. Or, s'il fait ses valises, il se retrouve à la rue. Il n'a pas de plan B. Oui, pas de logement, pas de fac, quoi. Exactement. Son esprit choisit donc l'explication la moins menaçante possible, le petit animal blessé. C'est une façon de préserver son équilibre mental. L'urgence d'avoir un toit écrase totalement. Mais alors totalement. L'intuition du danger. Sauf que, on s'en doute, cette carapace de déni va se fissurer très rapidement, parce que la maison impose son propre rythme, surtout la nuit. L'article décrit un phénomène quasi métronomique. Ah oui, l'histoire de la porte. Ouais, tous les jours, vers 3 heures du matin pile, la poignée de sa chambre s'actionne et la porte s'entrebâille. Au début, Dorian blâme le bois qui travaille, l'humidité, la vétusté de la maison. Toujours cette volonté de rationaliser. Toujours. Mais ensuite, sa petite amie de l'époque vient dormir chez lui. Et là, elle est réveillée en pleine nuit par un mouvement hyper net sur le drap, comme si quelqu'un venait de s'asseoir juste près d'elle. Oh l'horreur! Et c'est pas fini. Elle entend des pas s'éloigner sur le parquet, avec une sonorité que l'article qualifie d'espiègle. Autant dire qu'elle part le lendemain et refuse de remettre les pieds à Pessac. Et c'est là que la dynamique change complètement. Le problème passe d'une défaillance structurelle, genre une porte mal ajustée, à la perception d'une vraie intentionnalité. Ouais, on n'est plus dans le bois qui craque. Non, un bois qui travaille, c'est la physique. Un poids qui s'assoit sur un lit, c'est une présence. C'est quelqu'un ou quelque chose qui a une volonté. Et c'est justement la réaction de Dorian qui me fascine le plus dans cette histoire. La plupart des gens auraient appelé à l'aide ou cherché des réponses spirituelles, un prêtre, j'en sais rien. Ou juste fui en courant. Exactement. Mais lui, il applique une méthode d'ingénieur. Puisque la porte s'ouvre à 3 heures du matin, il décide d'en bloquer l'accès. Il pousse un lourd fauteuil en fer massif contre le battant. Et ça marche. C'est ça le truc dingue. La nuit suivante, il écoute dans le noir. La poignée s'actionne. La porte pousse. Elle heurte le métal lourd du fauteuil et elle s'arrête net. D'accord. Et fait incroyable, la porte ne s'ouvrira plus jamais les nuits suivantes. Donc pour Dorian, la conclusion est limpide, ce n'est pas un esprit, puisqu'un meuble physique le bloque. C'est donc quelqu'un de physique. Ce raisonnement, ça illustre parfaitement le besoin vital de contrôle de l'être humain. Ramener l'inconnu à un problème matériel, c'est une pure stratégie d'adaptation. C'est pour pas devenir fou, en fait. Exactement. Si l'entité pousse un fauteuil, c'est qu'elle possède une masse. Et si elle a une masse, elle obéit aux lois de notre univers. Conceptualiser la menace sous la forme d'un squatter, même un type pervers ou dangereux, ça permet de garder un ancrage dans le monde réel. Parce que l'alternative est pire. Bien sûr. Accepter l'idée d'un fantôme, c'est accepter que les règles de la réalité n'existent plus. C'est le vertige absolu. Le cerveau refuse ça. Du coup, ça nous ramène à la fameuse scène d'ouverture. La situation dégénère complètement. Les lumières s'allument et s'éteignent frénétiquement. D'ailleurs, il surnomme la maison Versailles, tellement ça clignote. Et même quand il bloque les interrupteurs avec du gros scotch, ça continue, non? Ouais, le scotch ne change rien. Et il entend sans cesse des chaises racler le sol en bas. Mais curieusement, aucune nourriture ne disparaît. Aucun objet de valeur n'est volé. Ce qui n'est pas le comportement typique d'un cambrioleur ou d'un squatteur précaire. Bah non. Donc il est convaincu qu'un homme vit dans la fameuse partie abandonnée dans le seul but de le rendre fou. Et là, il verrouille tout.
se pose dans l'escalier avec son katana, prêt à en découdre. La confrontation finale. Sauf que là, la chaise bouge dans la pièce fermée devant lui. Et l'illusion du squatteur physique se désintègre instantanément. L'effondrement de sa théorie est total. La petite frontière qu'il essayait désespérément de maintenir entre le monde physique et l'irrationnel vient de céder d'un coup. Le décalage est presque comique si l'on y pense 2 secondes. Au lieu de brûler de la sauge ou de fuir en hurlant, ce jeune étudiant a littéralement monté un guet-apens pour casser la figure à un phénomène paranormal. C'est une réaction très humaine au final. L'attaque comme meilleure défense. Ouais, mais puisque la violence physique ne fonctionne pas contre du vide, le récit nous montre qu'il opère un pivot psychologique stupéfiant. S'il ne peut pas trancher le problème avec un sabre, il va devoir apprendre à cohabiter avec. Il commence à traiter la maison non plus comme un bâtiment, mais carrément comme une personne. C'est ce qu'on appelle anthropomorphiser son environnement. C'est une étape supplémentaire dans son adaptation pour survivre. Ah ouais? Oui, en dotant les murs d'une conscience, d'une personnalité même tyrannique, il se donne l'illusion de pouvoir interagir avec, de pouvoir négocier en fait. Et la négociation prend une forme hyper directe. Il se met à parler au mur, à voix haute. Genre il rentre chez lui après les cours et annonce « Je vais dans ma chambre, c'est chez moi, on me casse pas les couilles ». Et le pire, c'est que ça marche d'après l'article. Mais oui, contre toute attente logique, sa chambre redevient une zone de sécurité absolue, les phénomènes y cessent complètement. Par contre, en observant les réactions de la maison, il en déduit des règles de vie très strictes. Quel genre de règles, Sam? La maison de Pessac semble avoir 2 bêtes noires principales, les sceptiques arrogants et l'intimité des couples. Ce qui soulève une vraie question de projection psychologique. Ces règles, est-ce qu'elles reflètent une véritable manifestation externe ou bien l'état de tension extrême dans lequel évolue Dorian? Tu veux dire qu'il inventerait ces règles inconsciemment? La maison devient le réceptacle de toutes ces angoisses liées à l'intrusion et à la vulnérabilité. C'est très possible. Sauf que l'épisode avec son ami incrédule, il penche quand même vers quelque chose de très palpable. Un soir, Dorian prévient à voix haute la maison qu'un de ses amis, qui ne croit pas du tout aux esprits, vient passer la nuit. Et il demande à ce qu'on les laisse tranquilles. Et la maison n'a pas obéi, je suppose? Pas du tout. La réponse de la bâtisse, c'est un chaos indescriptible. Toute la nuit, des bruits de chaises raclent le sol dans toutes les directions. Des pas lourds résonnent partout. Des verres s'entrechoquent hyper violemment. La lumière du couloir clignote frénétiquement sous la porte. Ah oui, l'agression sensorielle totale. Son ami, qui était arrivé en se moquant la veille, finit par pleurer dans le noir, recroquevillé, en suppliant à haute voix que ça s'arrête. D'ailleurs, cet ami a coupé les ponts avec Dorian dès le lendemain. Il n'est plus jamais revenu. C'est fascinant parce qu'on observe ici la contagion de la terreur. La peur n'est plus isolée dans l'esprit de Dorian. Elle se transmet, elle contamine un observateur extérieur qui, au départ, était hyper rationnel. L'agression est purement sonore, mais elle vise directement l'espace familier, ce qui détruit tout sentiment de sécurité. Et ça s'arrête pas à l'intérieur des murs. L'article mentionne une partie de cache-cache nocturne dans le jardin avec des potes. Dorian et un ami sont accroupis derrière un arbre. Ils entendent distinctement des pas lourds faire crisser les feuilles mortes. Dans le jardin, hein? Ouais, dehors. Les pas s'approchent lentement d'eux jusqu'à s'arrêter à moins d'1 mètre. Ils attendent en retenant leur souffle que leur 3e ami les démasque. Mais à la seconde où les pas s'arrêtent, ils entendent ce 3e ami hurler, depuis l'intérieur de la maison. Oula. Donc la présence était dehors avec eux. Il y avait une présence invisible, ouais. Cependant, le paroxysme de cette hostilité survient un peu plus tard, en 2010. Dorian partage désormais les lieux avec une amie qui est devenue sa vraie colocataire. Il lui avait parlé des règles de la maison? Oui, il l'avait averti de la règle d'or, aucune intimité tolérée sous ce toit. Mais bon, un soir, elle ramène son petit ami. Et au moment exact où ils s'apprêtent à passer à l'acte dans leur chambre, un coup d'une violence inouïe percute le mur mitoyen. Un coup dans le mur Sissi. Un impact tellement brutal que le propre lit de Dorian, qui est de l'autre côté du mur, tremble sur ses pieds. La perturbation passe carrément du sonore au sismique, là. C'est l'expression d'une interdiction physique pure. La maison, ou l'énergie qui l'habite, refuse catégoriquement la présence de la vie amoureuse. C'est fou. Comme l'électricité est toujours défaillante, Dorian sort dans le couloir, qui est plongé dans une obscurité totale, pour inspecter les murs. Et l'article décrit ce moment avec une précision glaçante. Qu'est-ce qui se passe? En retournant vers sa chambre, il sent soudainement l'air se vider derrière lui. La sensation d'une masse immense qui suit son mouvement, de très très près. Moi je me dis l'instinct de fuite devrait être absolu à ce stade.
Comment un être humain normalement constitué peut-il retourner dormir dans son lit après avoir senti l'air se vider dans son dos? La réponse, elle se trouve dans le compte en banque de cet étudiant. Ouais, toujours le même problème. C'est la réalité brutale de la précarité étudiante. L'angoisse viscérale de ne plus avoir d'endroit où dormir est supérieure à la peur des ténèbres. Fuir, ça signifierait l'échec de ses études, le retour forcé chez ses parents ou carrément la vie à la rue. Donc il serre les dents et il reste. Il reste parce que la société ne lui offre aucune porte de sortie viable. C'est vraiment la quintessence même de la captivité sociale. Tu n'as pas les moyens, donc tu subis. C'est tellement triste. Et d'ailleurs, le récit va prendre une tournure qui nous ramène violemment à la réalité. Les mois passent et Dorian continue de recevoir du courrier adressé à l'ancienne locataire. L'agence postale locale ayant fermé, les lettres s'empilent sur un meuble. Il finit par les ouvrir. Oui, l'une d'elles retient son attention parce qu'elle provient du tribunal de grande instance. Poussé par le mystère ambiant, il prend la décision d'ouvrir ses documents officiels. Et là, c'est l'électrochoc. J'imagine que tout s'éclaire. Toutes les pièces du puzzle, depuis le premier jour, s'assemblent pour former une image d'une noirceur absolue. L'explication de l'atmosphère morbide, des coups dans les murs et des fameuses traces de sang, ça n'a rien à voir avec un poltergeist. Qu'est-ce qui s'est passé? La précédente locataire a subi une expédition punitive terrifiante. Son ancien compagnon a forcé la porte avec 3 autres individus. Ils l'ont rouée de coups, l'ont violée, l'ont massacrée avant de la laisser pour morte. Mon Dieu. Et le détail qui glace vraiment le sang, c'est que tout ce déchaînement de violence s'est déroulé exactement dans la pièce que Dorian utilise comme chambre. C'est glaçant. Le basculement du récit est d'une brutalité incroyable. On quitte instantanément le domaine de la spéculation paranormale pour se heurter au béton froid de la chronique judiciaire. Ouais, fini les histoires de fantômes. L'inconnu effrayant cède de la place à une sauvagerie humaine bien documentée. La survivante de cette attaque a dû se traîner en sang depuis cette chambre jusqu'au rez-de-chaussée pour tenter de joindre les secours. D'où les traces de mains. Les traces à 40 cm du sol dans l'escalier, c'était elle. Les éclaboussures sur les murs de la chambre, c'était elle aussi. Ce sang que Dorian, du haut de ses 18 ans, a nettoyé à la serpillière en pensant que c'était un petit animal blessé. C'est vertigineux de se dire qu'il a vécu là-dedans sans le savoir. La cruauté de cette situation est ahurissante. En fait, la société a laissé un étudiant précaire emménager dans une scène de crime qui n'avait même pas été nettoyée, simplement parce que le loyer était gratuit. C'est symptomatique d'un système qui dysfonctionne à tous les niveaux. Et pour couronner le tout, des recherches ultérieures au cadastre lui apprendront même qu'un homme s'y est pendu dans les années 50. Cette maison est une véritable éponge à tragédie. La véritable horreur de cette histoire s'ancre vraiment dans le réel. La violence systémique, le féminicide, la brutalité des agressions en réunion. Ces éléments écrasent infiniment la peur d'une chaise qui bouge dans la nuit. Ça remet les choses en perspective, c'est sûr. Le fantôme de la violence masculine, lui, il laisse des traces biologiques. Les murs de cette maison de Pessac n'étaient peut-être pas hantés par des esprits, mais ils étaient littéralement imprégnés du traumatisme physique d'une femme luttant pour sa survie. Leur retour à la réalité est foudroyant. Mais l'ironie tragique du sort, c'est que la terreur psychologique et ses révélations judiciaires horribles ne suffiront même pas à faire partir Dorian. Non, Vali, il reste après avoir appris ça. Lors de sa dernière année d'études, il tente de fuir. Oui, il vit quelques mois chez une nouvelle petite amie qui refuse obstinément d'approcher la maison, on la comprend, puis il fait une saison de travail dans le Médoc. Donc il arrive à s'éloigner un peu. Sauf qu'une rupture amoureuse le ramène de force dans ce taudis. Il n'a nulle part ailleurs où aller. Et c'est à ce moment-là que la maison dépasse le stade des courants d'air et de l'angoisse pour devenir une menace physique très directe. L'insalubrité reprend ses droits, en fait. La dégradation matérielle du bâtiment rattrape toutes les peurs nocturnes. C'est exactement ça. Il pleut carrément à l'intérieur. Une nuit, pendant qu'il dort, un énorme bloc de plafond se détache et s'effondre directement sur lui, sur le lit. Oh la vache, il aurait pu y rester. Mais oui. Et plus tard, il est réveillé en sursaut par une lumière très étrange. Des éclairs bleus crépitent dans sa chambre. Sa multiprise est en train de prendre feu à cause de l'humidité stagnante et de l'absence de mise à la terre. Donc, la maison essaye littéralement de le tuer, mais par asphyxie ou par écrasement. Plus rien de surnaturel là-dedans. Voilà, la limite est franchie. Dorian comprend que sa survie physique immédiate est compromise. Sans aucune autre alternative, il prend ses affaires et il part dormir sur la banquette de sa voiture. C'est un geste désespéré avant de finalement trouver refuge sur le canapé d'un ami.
L'épilogue que rapporte la source est fascinant d'un point de vue psychologique. Dès l'instant où Dorian franchit le seuil de cette maison pour ne plus y revenir, tous les phénomènes cessent. C'est vrai. Il passe le reste de sa vie dans d'autres appartements sans jamais expérimenter la moindre porte qui claque ou le moindre pas dans la nuit. Il le confie lui-même à la journaliste d'ailleurs. Cette période de sa vie ne l'a pas du tout convaincu de l'existence des fantômes. Son scepticisme est resté intact du début à la fin. Par contre, ces années passées dans la froideur de Pessac lui ont appris la définition d'un mot bien précis. Le mot « subir ». Subir. Ouais. Subir une situation intolérable parce que l'on n'a pas les moyens financiers de choisir autrement. L'absence de choix, c'est vraiment le cœur du problème. Dorian n'est pas un cas isolé, c'est le symptôme frappant de la crise du logement étudiant. Le manque d'infrastructures pousse les populations les plus vulnérables vers des zones de non-droit, des espaces abandonnés qui sont dangereux pour la santé physique et mentale. C'est un cercle vicieux. Complètement. La précarité agit comme un piège qui force l'individu à normaliser l'angoisse au quotidien. Et quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle insensé, le sang nettoyé à l'aveugle, les nuits passées un sabre à la main, l'effondrement du plafond, il y a une question beaucoup plus vaste qui se dessine. Une idée qui prolonge l'article de la revue Far West pour les personnes qui nous écoutent. Vas-y. Et si le concept même de la maison hantée était, dans certains cas extrêmes, le dernier recours de notre esprit pour donner une forme à ce que la société refuse de voir? Face au silence assourdissant qui entoure la misère étudiante, face à l'invisibilité des violences faites aux femmes qui imprègnent ces murs, notre cerveau aurait-il besoin d'inventer des fantômes pour matérialiser les failles systémiques d'un monde qui nous force parfois à survivre dans l'insoutenable? Sur ce, on vous laisse y réfléchir.